Oh, c'est moi qui remercie de cette invitation, ou plutôt je remercie Annie Lazarus de m'avoir invitée parce que je ne suis là que pour faire briller ses qualités de chercheur, puisque Annie Lazarus est je vois chercheuse associée à l'IRIEC, à l'université Paul Valéry de Montpellier, mais elle était avant à Aix-Marseille Université. Et puis, surtout, Annie Lazarus connaît très très bien la Chine, puisque j'ai demandé quand est-ce qu'elle y était allée la première fois. C'était en 1986, c'est-à-dire une époque où les voyages étaient toujours extrêmement chers, où les visas étaient difficiles à obtenir, où la Chine était encore couverte de bicyclettes, où il était assez difficile de circuler. Et depuis la fin des années 80, Annie et son compagnon Laurent Septier, que certains connaissent ici, sont allés régulièrement en Chine jusqu'à 2020. C'est dire si, c'est-à-dire une fois par an, voire 2 fois par an. C'est dire, et toujours dans le milieu artistique, c'est dire si ils connaissent parfaitement ou s'ils ont accompagné d'une part la montée, la transformation de l'art chinois, puisque la transformation a commencé, disons, 2 ans après la mort de Mao Tse-tung, qui était en 1976. Donc à partir de 78-79, il y a eu un mouvement qui s'est amplifié jusqu'au massacre de Tiananmen. Mais vous avez, ou tu as rencontré déjà les artistes et accompagné, côtoyé ces artistes qui, bien sûr, ont réagi aussi après le massacre de Tiananmen. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas seulement une connaissance livresque du milieu artistique chinois, mais une véritable proximité qui vous avait amené à faire ce guide de Pékin art contemporain en 11 parcours, et j'ai été très honorée de l'expérimenter pour la première fois, juste à sa sortie, ou même avant sa sortie, voilà, avant qu'il soit publié. Et j'ai ainsi découvert les quartiers qui sont toujours, voilà, on en reparlera après. Et puis, donc ça c'est assez important. Et par la suite, juste après, Annie Lazarus a fait, ou en même temps, faisait une recherche très volumineuse, très, très importante, très fouillée, sur la critique d'art chinoise contemporaine. Ça s'appelle Texte et contexte, que j'ai eu le plaisir d'accompagner pour l'édition dans la collection art de l'Université de Provence. On passera là-dessus, voilà. Donc j'ai suivi tout à fait ce travail qui est tout à fait remarquable. Je pense qu'il est unique. Ça fait de Annie Lazarus une grande chercheuse, une grande sinologue. Je pense que personne s'est attelé à ce point à la critique d'art chinoise, de l'art contemporain, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai compris, il serait pratiquement plus possible d'avoir accès aux documents. Ça aussi, on y reviendra peut-être après. En tout cas, vous avez donc ce livre très complet qui montre l'arrivée de l'internationalisation, le commencement de l'internationalisation de l'art chinois, avec les réactions anti-occidentales ou au contraire pro-occidentales,
toutes les questions politiques, tout ça est véritablement inclus dans cette critique. Et on va le voir aussi avec le travail les peintures de Yu Min-jun. Mais je voudrais toujours, pour faire la publicité de nos publications des presses universitaires de Provence, Annie Lazarus a fait un article dans cette réunion d'articles. C'était un colloque qui s'est déroulé en 2014. Enfin, la publication est de 2016 déjà. Donc, il y a un article sur la performance des Chinois à la fin des années 80, au moment où c'était très dur. Il y a un autre article d'une autre Chinoise qui présente aussi des performances de la Chine. Et dans ce merveilleux ouvrage, il y a aussi un article d'Éric Mangion sur la performance et les situationnistes, et un article de Jacques Amblat, que vous avez peut-être écouté hier, sur la performance en musique. Donc j'étais art plastique, musique. Je pense que c'était bienvenu de le montrer. Mais maintenant, je vais passer tout de suite la parole à Annie Lazarus et à la présence de Yue Min-jun, que je ne sais jamais dire comme il faut. Et le tigre hilar, et vous demandez déjà pourquoi le tigre hilar. Oui, bonjour, et je remercie Jacques Serna de m'avoir invité à ce colloque. Donc, oui, alors pourquoi le tigre hilar? En fait, le tigre hilar, c'est un personnage. Alors, d'abord, oui, voilà, le tigre hilar, c'est un héros du roman Au bord de l'eau. C'est un roman très ancien qui a été écrit au XIVe siècle et qui reprend une épopée qui s'est passée sous la dynastie Song et qui raconte la vie de 108 héros qui se trouvent être des redresseurs de tort et donc qui essayaient de lutter contre la corruption du gouvernement. Parce qu'en Chine, un gouvernement, il a une mission, c'est de maintenir la paix sous le ciel. Alors, en connaissant un petit peu l'œuvre de Yue Min-jun, en sachant aussi qu'il avait vécu dans un village d'artistes au début des années 90, j'ai pensé que peut-être un héros de ce roman pourrait lui convenir. Et j'ai cherché s'il y avait dans le nom des héros, je ne me souvenais plus des 108 héros, il y en a un qui s'appelle le tigre hilar, ouf. Et en plus, Yue Min-jun est né une année du tigre, donc j'avais tout juste. Et je me suis aperçue qu'en 2022, donc cette année, pour l'année du tigre, il a réalisé des estampes où il se représente avec un tigre. Donc là, il en a fait 2. Et donc celle-ci a été vendue aux enchères, retenez bien, 2559 fois son estimation. Et son estimation n'est pas connue, mais bon, je pense que ce n'est pas 50 € ni 100 €. Et il y en a une autre très similaire que j'ai trouvée entre-temps, qui a été vendue plus de 9000 fois son estimation moyenne. Alors, je ne vous dis pas le coût du dessin, même si c'est un grand dessin à l'encre, je veux dire. Et donc, ces estampes ont été tirées en un grand nombre d'exemplaires pour faire ce qu'on appelle des images du Nouvel An, et je vais y revenir. Donc, le roman d'Au bord de l'eau, il a été traduit en français en 1978 par Jacques Dars. Il est paru en Pléiade. Et si j'en parle et si je suis allée chercher dans ce roman, c'est parce que ce roman est à l'origine de mon intérêt pour la Chine. Après avoir lu ce roman avec mon mari, Laurent, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on aille dans ce fichu pays. Et c'est ce qu'on a pu faire en 1986. Donc j'avais une relation particulière avec ce roman. Et il se trouve que la vie de Yue Min-jun et son travail, quelque part, je trouve qu'il y a des relations avec le côté, disons, moral du roman. Il faut savoir que Mao était aussi un grand admirateur du roman, mais qu'il avait interdit la fin, les derniers chapitres, parce que les héros, évidemment, disparaissent les uns après les autres. Et surtout, le chef s'est remis, a fait une soumission au nouveau gouvernement, et ça, Mao, évidemment, vous ne pouvez pas supporter l'idée d'une réédition. Voilà. Donc, je vais vous donner quelques repères sur Yue Min-jun.
Donc il est né une année du tigre, c'était en 1962. Il a donc grandi, si vous voulez, on va dire, il a passé son adolescence pendant la Révolution culturelle. Je ne sais pas si vous êtes à peu près clair pour les dates, 66-76, une année chaotique. Hein. Il faut savoir que pendant cette période, par exemple, des élèves d'école primaire ont battu à mort leurs professeurs. Ça vous donne une idée de la violence qui existait en Chine pendant cette période-là. Donc il a grandi pendant cette période, mais manifestement, il n'a pas souffert, lui, de la révolution culturelle, et ses parents non plus. Parce que personne, j'ai trouvé aucun texte qui explique qu'il aurait été renvoyé à la campagne ou que ses parents auraient été mis dans des camps de redressement, etc. Donc, ses parents travaillaient dans le pétrole, et donc il est né dans une région au Huailongjiang, c'est une région tout au nord de la Chine, au milieu d'un champ de pétrole. Et quand il a commencé à dessiner à l'âge de 10 ans, et ensuite au lycée, il a continué à travailler la peinture. Mais il faut savoir qu'en Chine, à cette époque, personne ne choisissait ni son orientation universitaire, ni son métier. C'était les comités de quartier, les responsables locaux qui décidaient en fonction des besoins ou en fonction de votre origine de classe. Si vous aviez eu des parents contre-révolutionnaires, vous pouviez aller travailler au champ, quels que soient vos résultats scolaires. Et donc, Yu Mingtun, lui, il a été envoyé comme ouvrier électricien sur une plateforme offshore au large de Tianjin, une plateforme de forage dans une compagnie de pétrole. Il a passé là 5 ans. Et en 1980, alors les universités ont commencé à rouvrir en 1978. Tous les étudiants qui avaient été envoyés à la campagne ont commencé à rentrer, à pouvoir se réinscrire dans les universités. Et donc il s'est dit quand même il serait temps que je me bouge, parce que lui il voulait être artiste. Et il avait envie d'être professeur d'art plastique pour pouvoir en même temps être artiste. Parce que c'est une période aussi où un Chinois avait ce qu'on appelle une unité de travail, une danwei, c'est-à-dire l'unité de travail, quel que soit le métier qu'on faisait, les paysans c'était pareil, hein, c'était la commune populaire, de leur donner un statut administratif. Et avec ce statut, ils avaient un logement, ils avaient un salaire, ils avaient des soins médicaux, ils pouvaient envoyer leurs enfants à l'école, ils avaient une existence. Donc chaque Chinois avait une danwei. Donc la danwei de Yu Mingtun, c'était la compagnie pétrolière qui l'embauchait. Donc il est allé trouver les responsables et il leur a demandé s'ils pouvaient suivre une formation d'art plastique pour être professeur. Donc il a été envoyé dans une université, enfin dans un département d'art plastique d'une école normale, dans le Rebei, et c'est la danwei qui a payé ses études pendant 4 ans. Le Rebei, c'est environ à 160 km au sud de Pékin. Et donc il est rentré en 1985. Il a fait ses 4 ans d'études. Et en 1989, pendant ses études, donc il se plaint beaucoup de l'ignorance complète des professeurs, du fait qu'ils n'ont aucun contrôle, aucun conseil technique. Et que les professeurs, en fait, ils n'ont aucune expérience de l'art, puisqu'ils ont été nommés dans le département après avoir eu leur diplôme d'étudiant, donc ils ne sont pas confrontés à la vie artistique. Et donc, la seule ouverture dont il parle, qui lui a fait connaître l'art occidental, c'est cette revue, la Beaux-Arts de Chine. Alors, c'est une revue extrêmement intéressante, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est très détaillé dans mon livre, qui est une revue atypique, montée en dehors du système, mais qui a été obligée de rentrer dans le système pour avoir le droit à être éditée. C'est une petite feuille, toute simple, pliée en 2. Il y a 4 pages. Et il y a des articles sur l'art contemporain occidental. C'est extrêmement étonnant parce qu'au niveau de la réactivité par rapport à ce qui se passait chez nous à la même époque, je veux dire, là en 85, il y avait un grand article sur Gilbert Georges, par exemple. Et c'est une revue où les
les critiques étaient des critiques qui défendaient l'art chinois depuis la fin de la révolution culturelle, qui avaient défendu par exemple les artistes des étoiles, par exemple, et qui défendaient un mouvement qu'on a appelé la Nouvelle Vague de 85. C'est une revue extrêmement polémique parce que les critiques donnaient leur avis, ça ne se faisait pas avant. Ils donnaient des avis des fois positifs, des fois ils dénonçaient. Il y a un article assez long où ils dénoncent les membres d'un jury qui se sont partagés les primes. C'est-à-dire ils étaient dans l'exposition, ils ont partagé entre eux toutes les primes, tous les prix, toutes les primes qui allaient avec. Donc ils ont dénoncé ça et ils ont été évidemment poursuivis pour diffamation. Enfin, bon, en 89, la revue s'est arrêtée, évidemment. Elle paraissait toutes les semaines. Donc un autre souvenir de Yue Mintun, où il dit que c'est là il pense que c'est là qu'il a eu l'idée de représenter le rire. C'est quand il est allé à Pékin, exprès, en février 89, visiter l'exposition China Avant-Garde. Alors ça, c'est une exposition extrêmement importante dans l'histoire de l'art chinois. Elle s'est tenue à Pékin au Musée des Beaux-Arts. Elle a été inaugurée le jour du Nouvel An chinois, le 5 février, et elle était surtout organisée en dehors du système, c'est-à-dire par des gens qui se sont réunis en petits groupes pour monter cette exposition, sans l'accord de l'association qui gérait tout le système de l'art, qui gérait les artistes, qui les payait, qui les logeait. Si vous avez eu l'occasion de lire le journal de confinement de Fang Fang, par exemple, qui est paru l'an dernier, elle est membre de l'association des écrivains, c'est pareil, un écrivain d'un côté, artiste de l'autre, et elle raconte, elle est logée par son association des écrivains, payée par son association des écrivains, etc. Les artistes, c'était pareil. Ils étaient, l'un et l'autre, travailleurs des arts et des lettres. On n'employait pas le mot artiste, travailleurs des arts et des lettres. Donc cette exposition a été montée en dehors du système. Il a fallu trouver les fonds, les financements. Ça a pris 3 ans pour l'organiser, difficilement, puisque en cours de route, on leur a dit « vous n'avez pas le droit d'organiser une exposition nationale, il n'y a que l'association qui a le droit, vous n'avez pas le droit ». Donc ils ont bataillé, ils ont fini par organiser cette exposition qui réunissait 186 artistes qui sont venus de toute la Chine présenter leurs peintures. Alors en 89, c'était pas si évident que ça de se déplacer. Il n'y avait pas encore les trains rapides là, qui vous amènent Pékin-Shanghai en 5-6 heures. Il fallait 2 jours à l'époque pour faire le trajet. Voilà. Donc dans cette exposition qu'a visité Yue Mintun, il parle d'une œuvre que je vais vous montrer. Alors bon, le vernissage, ça a été chaotique parce qu'une artiste, là j'ai montré Xiaolu, là qu'on voit ici, elle s'était procuré un revolver et elle a tiré 2 coups de revolver sur son œuvre pendant le vernissage. Vous imaginez ça à Pékin. En plus, les performances étaient strictement interdites. Les artistes qui menaient des performances n'avaient le droit qu'à montrer les documents de leurs performances, mais absolument pas faire de performances pendant le vernissage. Évidemment, en 89, ils se sentaient quand même tout feu, tout flamme. Et il y a un des commissaires, Li Xianting, qui a dit « Ok, préparez tout en grand secret ». Et il y a eu des performances organisées, évidemment, avec en plus le coup de revolver de Xiaolu. Tout de suite, le musée a été fermé, les gens sont sortis, la police est arrivée. Bon. Bref, ça a été assez compliqué. Donc voilà, l'œuvre qui a frappé Yue Mintun, une œuvre de 87, réalisée par Geng Tian-Yi, et qui appartient donc à la collection Ulisig. Et cette œuvre, donc, quand on connaît le travail de Yue Mintun, si vous ne connaissez pas, vous allez voir les ressemblances. C'est un autoportrait, le personnage est chauve, il a les yeux fermés et il a un rire assez proche du rictus. Mais dans cette expo, il y avait aussi d'autres œuvres, et même si Yue Mintun n'en parle pas, moi, il me semble qu'il a peut-être été frappé aussi, et ce sont des œuvres qui ont été publiées dans les revues, dans les articles après, qui rendaient compte de l'exposition. Donc j'en ai sélectionné 2 ou 3. Celle-ci, c'est un collage, je pense que c'est un collage de Cao Yong.
surtout celle du monstre avec les dents. Là, il y a plein de photographies collées, rassemblées. Le travail de Wang Gang-Yi, qui est alors la figure de Mao, j'ai lu dans un article qu'en fait Wang Gang-Yi, pour montrer ce travail, il a été obligé d'écrire un texte qui était affiché à côté, comme quoi il avait un immense respect pour le président Mao, que ce n'était pas du tout de l'ironie. Et puis surtout ce petit travail de Fang Li-tun. Alors vous verrez par la suite le rapprochement entre Fang Li-tun et Li Min-tun. Fang Li-tun à l'époque faisait ses études aux Beaux-Arts de Pékin. Et il a pu rencontrer Li Xianting juste avant l'exposition, qu'il a invité à participer. Il a participé en montrant quelques dessins de ce genre. Alors ensuite, ces artistes, en 89, évidemment, après il y a eu le massacre de Tiananmen, mais on sait qu'il ne s'est rien passé. Hein. Bon. Donc il ne s'est rien passé au mois de juin 89. Et après ce massacre, les artistes qui vivaient sur Pékin et également tous ceux qui étaient venus pour l'exposition et ceux qui étaient venus voir l'exposition, il y a eu un mouvement, on a appelé ça les artistes errants, les artistes vagabonds, se sont retrouvés près de l'ancien palais d'été de Pékin qui était complètement à l'abandon. En fait, c'est une ruine, cet ancien palais d'été, détruit par les Britanniques et par les Français. Mais les Chinois l'avaient laissé à l'abandon. Et dans les villages à côté, s'étaient regroupés quelques poètes chinois. Et ces artistes les ont rejoints. Et on peut dire que à partir de 90, c'est ce qu'on appelle un village d'artistes, le premier village d'artistes communauté qui a existé en Chine. Alors, leur revendication, c'était juste un style de vie. Il n'y avait ni aucune revendication politique. 10 ans auparavant, il y a eu un groupe d'artistes que vous connaissez peut-être de nom, qu'on a appelé les Étoiles, Sing Sing, qui eux avaient des revendications, on va dire, politiques. Ils réclamaient la liberté d'expression, ils réclamaient des choses comme ça, pour pouvoir s'exprimer librement, un statut d'artiste correct, enfin un peu comme en Occident. Mais ces artistes des Étoiles, la plupart avaient quitté la Chine au début des années 80. Donc le plus connu et le plus jeune du groupe, c'était Ai Weiwei. Vous avez peut-être entendu parler d'Ai Weiwei. Il faisait partie de ce groupe. On connaît Ma Dechen qui est venu en France. Il y a Wang Keping qui vit en France. Bon, ce groupe-là avait des revendications, on va dire, politiques. Mais ces artistes de Yuan Mingyuan, c'était juste un style de vie. Ils revendiquaient de pouvoir libre selon leur propre désir, sans entrave. Et ils avaient donc tous quitté leur fameuse Dan Wei, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de statut social, plus de statut administratif. Ils avaient surtout ce qu'ils n'avaient pas, c'était, il existe en Chine un passeport intérieur, ça s'appelle le Roku, et ça, ils n'avaient pas ce document. Donc ils n'avaient plus aucun droit d'existence en fait. Hein. Et ils se sont regroupés dans ce village. Et bon, il y a des textes où ils sont décrits comme passent leur temps à boire, voilà, des choses comme ça. Mais bon, moi j'ai trouvé quelques images parce qu'elles ont été vendues aux enchères il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était des artistes qui travaillaient dans des ateliers et qui avaient l'espoir quand même de pouvoir vivre de leur peinture. Il commençait à y avoir un petit marché de l'art. Il y avait des étrangers, des gens qui travaillaient dans les ambassades, qui achetaient des peintures, et quelques Chinois qui commençaient à s'enrichir, qui achetaient aussi des peintures. Donc ici, on est dans l'atelier de Fang Li-tun que j'ai montré tout à l'heure. Je n'ai pas trouvé de photographie de l'atelier de Yu Min-tun. Alors Yu Min-tun, il était toujours ouvrier sur sa plateforme. Non, entre-temps, il était aux Beaux-Arts. Donc il a passé son diplôme en 89, mais il était toujours attaché à sa Dan Wei qui lui avait payé ses études. Et il avait été envoyé professeur dans un lycée, toujours dans le Rebelle. Et là, à 89. Il a enseigné un petit peu et il a commencé à douter de sa vocation. Et en fait, il avait fréquenté ce parc parce qu'il y avait des peintres qui venaient y travailler sur le motif. Ça, c'était très nouveau. Et comme ils n'apprenaient rien à l'école où ils étaient, enfin l'université où ils étaient, en observant les peintres travailler, ils espéraient
piquer quelques secrets techniques, quoi. Par exemple, il explique, lui, Mintun, qu'il peignait à l'huile, mais on leur avait jamais dit qu'il fallait attendre que l'huile sèche avant de faire une autre couche. Donc, à chaque fois qu'ils repeignaient sur la couche qui était fraîche, ils obtenaient des choses dégoûtantes, dégueulasses, ils ne comprenaient pas, ils étaient complètement désespérés, mais personne ne leur dit, il suffit d'attendre, quand c'est sec, vous continuez. Et en plus, leurs profs, pendant la pause méridienne, venaient corriger leurs peintures, intervenaient sur les peintures, et quand ils revenaient dans leurs ateliers, les peintures avaient été transformées par les profs, ils ne comprenaient rien, ils étaient perdus, enfin c'était terrible. Donc en venant voir peindre des artistes expérimentés, ils espéraient comme ça comprendre un certain nombre de techniques. Mais par contre, dans ce village, ils exposaient donc les peintures. Ça, c'est une exposition qui s'est tenue en juillet 92, où on reconnaît 2 peintures de Yu Mintun, justement. Je vais revenir sur celle de droite, là. Donc, une autre vue. Alors, en 95, ces artistes ont quitté Yuan Mingyuan, parce que je pense qu'aussi Pékin commençait à s'étendre et il fallait qu'ils s'éloignent. Bon, il y avait un problème économique, trouver des loyers pas chers puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et puis aussi s'éloigner du pouvoir, de l'œil de Moscou, là c'est l'œil de Pékin. Et donc ils se sont regroupés à Xiaopu. Xiaopu, c'est sur la commune de Songzhuang, à une trentaine de kilomètres à l'est de Pékin, où ils continuent à vivre. Et alors autour de cet étang, vous avez, on ne les voit pas à cause de la bruit, mais toutes les maisons, celle de Yu Mintun, celle de Li Fengtun, celle de Li Xianting, enfin toutes les maisons de ces artistes très connus aujourd'hui qui se sont installés autour de ce petit étang. Bon, maintenant, Songzhuang, c'est pas ce qu'on appelle chez nous un village. Hein. C'est un espace immense, désespérant. Il y a plus de 2000 artistes qui vivent là, regroupés dans non pas des villages, eux ils appellent ça des camps d'artistes. Et donc c'est toujours un endroit assez passionnant à visiter. On y fait des rencontres toujours amusantes. Voilà. Alors maintenant je vais revenir sur le rire. Donc, le rire dans l'art chinois. Donc quand on interroge Yu Mintun sur l'origine du rire, il parle d'une tradition. Donc j'ai mis quelques images d'autres artistes pour bien comprendre c'était quelque chose au début des années 90 et un petit peu après, il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui faisait que beaucoup d'artistes se sont emparés de ce thème du rire. Pas seulement Yu Mintun, on a vu tout à l'heure Fang Litun un petit peu. Et Yu Mintun cite l'art bouddhiste. Donc ici, j'ai trouvé quelques images d'une grotte très ancienne, des sculptures qui datent de la fin du 1er millénaire, près de Rangzhou. Voilà une autre. Bon, alors, ceux qui connaissent le travail de Yu Mintun vont faire le rapprochement, je pense, assez vite. Hein. Ensuite, il y a une autre tradition en Chine, j'en ai parlé tout à l'heure avec le dessin du tigre, c'est les images du Nouvel An. Ce sont des estampes qui sont fabriquées chaque année, que les Chinois achètent et qu'ils installent, qu'ils collent sur leur mur ou qu'ils accrochent sur leur mur. Et ces images ont pour vocation d'apporter le bonheur, d'apporter la richesse, parce qu'elles sont construites sur des jeux de mots chinois. Par exemple, le poisson se prononce exactement comme, ça se prononce yu, exactement comme le reste. Et si vous avez des restes, c'est que vous êtes riche. Et donc, nien yen yo yu, que tous les ans il y ait des restes, ça se transforme en nien yen yo yu, que tous les ans il y ait du poisson. Donc, il y a des images comme ça, que si vous reconnaissez les poissons sur les images du Nouvel An, derrière, c'est l'idée d'avoir suffisamment d'argent pour que vous en ayez en reste. Et puis, ici, en plus des images du Nouvel An, celle-là, elle fait le lien, hein, parce que c'est aussi une estampe du Nouvel An, il y avait les images de propagande. Et les images de propagande, ça a démarré très tôt, hein, dès 1949. Les personnages que l'on voit dessus, ils ont tous un très grand sourire. Ici, c'est une scène c'est une estampe qui date de 1976, mais Mao est mort en septembre 1976, mais pendant la révolution culturelle, Mao a décidé de montrer qu'il avait encore un peu de la forme,
Et il a décidé de traverser le Yangtze à la nage. Et donc, on en a fait toute une estampe. Voilà. Donc, j'ai sélectionné quelques images de propagande. Celle-ci, elle date de 1950. Elle est à peine un an après la fondation du nouvel État, de la Nouvelle Chine. Alors, j'ai traduit les légendes parce qu'elles elles sont quand même très bien. Parce que le 5e volume, ils en étaient au 5e volume des œuvres choisies de Mao Zedong. Ils avaient lu les 4 premiers, les pauvres. Et ensuite, non seulement ils lisaient, il fallait qu'ils mettent en œuvre la nouvelle constitution. Tout ça avec le sourire. Et également l'armée, jusqu'avant Tiananmen, l'armée avait très bonne presse en Chine. C'est quand même l'armée qui a permis la libération de la Chine, l'instauration de la Chine nouvelle, etc. Et Mao avait trouvé quand même un moyen de... l'armée était assez bien vécue. Les soldats avaient ordre de ne pas trop piller, etc., de bien se comporter en Chine. C'est pour ça qu'au début, quand les soldats sont arrivés à Pékin, la population est venue les trouver en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Voilà. Et il y avait une relation de respect, disons, entre l'armée et la population. Alors, il faut aussi savoir, en Chine, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est la notion de face. La face, chez un homme, c'est exactement comme l'écorce pour un arbre. Il y a un proverbe qui dit ça. Et donc, il faut avoir de la face, et surtout, il ne faut pas perdre la face. Et peut-être que depuis qu'il existe les billets de banque de la Banque populaire de Chine, sur tous les billets de banque, vous avez toujours la tête de Mao. Donc, c'est vrai que les faces, les grosses têtes souriantes, ça fait partie de l'univers chinois. Donc, et le portrait de Mao, je pense qu'il est toujours en place. J'ai vu un montage où on l'avait remplacé par Xi Jinping, mais je pense que c'est un montage. Il trône toujours à l'entrée de la porte de Tiananmen avec les 2 slogans de chaque côté. Je reviendrai sur les slogans. Donc en 64, on venait poser pour une photo de famille avec le sourire et on laissait bien visible la tête de Mao ainsi que les 2 slogans. Mais en 92, quand on fait une peinture pour représenter le même type de scène, on cache la tête de Mao et on cache aussi les slogans. En 89, il y a eu un incident pendant les manifestations et l'occupation de la place. Il y a 3 personnes qui ont osé le sacrilège de souiller le portrait de Mao. Donc, le service d'ordre des étudiants ont arrêté tout de suite les responsables et les ont livrés à la police parce qu'ils ne voulaient pas que ce geste sacrilège ternisse leur propre notoriété parmi la population. Parce que s'ils passaient pour avoir sali, eux, le portrait de Mao, les gens allaient les lâcher. Donc, le responsable principal a été condamné à la prison à vie, quand même. Et les 2 autres à 20 ans, 25 ans de prison. Bon, ils ont été un peu libérés un peu plus tôt quand même. Donc, l'histoire continue. Vous reconnaissez Xi Jinping, là c'était en 2015. Et toujours la face, toujours le sourire. Quand on sait ce qu'il y a derrière le sourire de Xi Jinping, on tremble. Donc là, c'est sur des plaques de porcelaine pour l'éternité. Voilà. Alors, je vais montrer 2-3 images pour dire que Liu Mintun a travaillé dans une atmosphère où il y avait toute une préoccupation autour des têtes, des visages. Donc ici, c'est Liu Wei. Et sur la technique aussi, je trouve qu'il y a un rapprochement avec les premières peintures de Liu Mintun. Donc Fang Litun, j'en ai déjà montré, 92. Et voilà. Donc la première peinture connue de Liu Mintun. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette peinture, lui, il se représente, il est entièrement sur la droite de profil et c'est le seul qui ne rit pas. Mais si on regarde la forme des bouches de ces personnages avec le précédent, il y a quand même des ressemblances. Et aussi sur le traitement pictural, une sorte de nuance, on travaille sur la nuance, sur la transparence des couleurs, qui va se perdre après.
Alors, je vais montrer 2-3 images sur aussi la façon dont en Chine on exprime la souffrance et qu'on va retrouver un petit peu dans une des peintures importante de Yue Mingtun. Donc ça, c'est une gravure qui a été beaucoup diffusée en Chine, qui date de 1935. Une sculpture de Wang Keping, qui date de 1979. Et cette peinture de Fang Litun également, avec la bouche déformée comme un cri de douleur. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'attitude derrière les deux personnages assez désinvoltes, le bras autour du cou, parce que vous voyez, là, on est devant une œuvre de Yue Mingtun de 91 et on retrouve un petit peu la même façon de dessiner, représenter la bouche, l'attitude désinvolte des personnages. Donc là, ce sont des amis qui posent pour lui dans un endroit. Alors, retenez bien le titre, ça c'est le titre donné en 91. Représentation théâtrale sur la tour inconnue. Alors, la représentation théâtrale, j'expliquerai tout à l'heure ce que c'était. Et la tour inconnue, quand on connaît un peu l'histoire de la Chine, on reconnaît tout de suite l'endroit. Donc, cette tour inconnue, alors, cette représentation théâtrale, c'est tout simplement la proclamation du nouvel État chinois le 1er octobre 1949 par Mao. Donc, vous voyez que derrière cette peinture qui a l'air un peu anodine, il y a en fait une critique extrêmement virulente de la République populaire de Chine, puisque dans cette peinture, Yue Mingtun s'en prend à la cérémonie de la fondation même de son pays, de la Nouvelle-Chine. Et cette peinture, donc cette cérémonie a été représentée en peinture par un artiste qui était jeune à l'époque, donc Xing Wen, qui avait assisté à la cérémonie et qui enseignait à l'école des beaux-arts de Pékin en 1953. Alors, donc Xing Wen a donc réalisé cette immense peinture qui fait 2,30 m sur 4 mètres. En fait, ce n'est pas la peinture d'origine. Parce que la peinture d'origine, elle a été tellement retouchée, parce qu'il a fallu effacer des personnages qui, entre-temps, étaient contre-révolutionnaires. Donc, il fallait les enlever alors qu'ils étaient présents. Et puis, du coup, il fallait peut-être, pour boucher les trous, en rajouter d'autres. Qu'en fait, quand ils se sont aperçus, après la révolution culturelle, qu'il serait temps de remettre la peinture à son état d'origine, c'était devenu impossible tellement qu'elle avait été abîmée. On ne pouvait plus la refaire. Donc, ce sont des jeunes artistes, parce qu'entre-temps, donc Xing Wen est mort de son cancer, de jeunes artistes qui ont fait une copie de la peinture d'origine. Donc, c'est cette peinture qui est exposée au musée d'histoire de Pékin. La peinture d'origine, toute abîmée, elle est, d'après ce que j'ai compris, accrochée dans la bibliothèque du musée. Mais moi, on ne l'a pas vue. Donc là, on a tous les personnages qui étaient présents et qui sont donc... regardez bien le bleu qui est à côté de M. Barbu, Gao Gang, parce que lui, il va disparaître. Et puis Liu Shaoqi, qui était quand même le président de la République chinoise, il a aussi été effacé pendant la révolution culturelle, où il a vraiment eu une fin atroce. Il est mort de son cancer en prison, sans soins, parce que Mao avait décidé que c'était terminé. Donc voilà la deuxième version, avec après les modifications. Là, il manque donc Gao Gang, qui était juste à l'extrême droite. Pour Liu Shaoqi, il a fallu... le peintre, ça c'était en 72, le peintre était déjà bien atteint par son cancer. Il n'était pas vraiment en état de peindre, mais enfin, on l'a amené de force au musée pour qu'il retouche la peinture. Et il a fait un contre-cœur parce qu'il avait beaucoup d'admiration par Liu Shaoqi. Il espérait vivre assez longtemps pour après le remettre. Et donc il a fallu qu'il repeigne le personnage derrière. Et entre-temps, il y avait eu un essai d'enlever le moustachu aussi. Parce que le moustachu, il a eu la mauvaise idée à Yan'an en 1942 de s'opposer au mariage de Mao et de Jiang Qi. Une des bandes des quatre, là, la femme de Mao, l'épouse de Mao, la méchante. Là. Et donc, pour se venger, elle avait demandé à ce qu'on l'enlève de la peinture. Voilà.
Donc voilà, là, les deux, on voit les différences. Et donc, j'en avais trouvé une sans le Musashi, mais je n'ai pas réussi à la retrouver. Voilà. Donc, les deux peintures. Alors, la nouvelle copie réhabilitée, disons, est accrochée. Et puis, disons, l'ancienne. Alors, il y a les deux versions là qui sont accrochées. Il y a un cartel assez long qui explique en chinois pourquoi ceci, cela, pour montrer qu'on se préoccupe quand même de la vérité historique et qu'on a remis Liu Shaoqi sur la peinture et tout ça. Voilà. Donc pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que tout simplement, ça a intéressé Yu Mintun. Et Yu Mintun, voici ce qu'il a fait de cette peinture. Il a enlevé tout le monde. Comme ça, c'était plus simple. Il ne reste plus que l'espace, la scène. C'est une série qu'il a appelée Scène. Il a traité d'autres moments historiques en enlevant les personnages, entre autres aussi dans la peinture occidentale. Il a puisé un peu partout. Et donc, il a réalisé cette peinture, La mort de Marat, en 2004, qui était montrée à la Fondation Cartier. Et puis aussi, d'autres... le déjeuner sur là, je n'ai pas tout mis, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Alors, dans le rire de Yu Mintun, disons que beaucoup de ces peintures sont des critiques mordantes contre le maoïsme. J'ai choisi un petit peu celle qui avait un dessous politique. Donc tout à l'heure, je vous ai montré l'image du Nouvel An avec la traversée du Yangtze, là, vous vous souvenez. Donc voilà comment Yu Mintun traite son sujet. C'est juste le titre, c'est juste Shui en chinois, eau. Hein. Voilà, donc la photo de Mao qui est censé nager, il paraîtrait qu'il y avait ses gardes du corps dessous pour le tenir, mais enfin je ne suis pas allée vérifier. Et donc, l'estampe du Nouvel An que je vous ai montré tout à l'heure, et où les ballons, hein, vous voyez que les ballons ont retenu l'attention de Yu Mintun, puisque là, ce sont les ballons qui sortent de sa tête. Et en fait, ce qu'il veut nous dire, Yu Mintun, c'est qu'en fait, l'éducation en Chine, c'est vraiment un lavage de cerveau. Et je crois que là, en ce moment, ce qui s'y passe, on en parlera peut-être après, c'est de pire en pire, quoi, hein. Donc, déjà, en 2000... Yu Mintun, à travers son rire, là, cette bouche noire et les yeux fermés, hein, je ne regarde pas ce qui se passe, et tout ce que j'ai dans ma tête, là, c'est ce qu'on m'y a mis de force. Hein. Alors, bien sûr, il évoque aussi le petit livre rouge. Il faut savoir que pendant la révolution culturelle, les Chinois ne pouvaient lire que 2 livres. Le petit livre rouge de Mao, et puis l'élevage des cochons. Ça, c'était important. Comment élever les cochons. Voilà, c'était les 2 livres accessibles. Donc, Le soleil rouge de mon cœur, hein, Grand Timonier, Le soleil rouge de mon cœur, c'est une belle chanson chinoise que doit chanter la femme de Xi Jinping, hein, puisqu'elle est chanteuse de l'armée. Hein. Elle était plus célèbre que lui au départ. Donc, Yu Mintun reprend cette idée et une espèce de critique quand même, parce que aucune famille chinoise n'a été épargnée par la révolution culturelle. Hein, je veux dire, donc chaque Chinois qui regarde ce type de peinture sait ce qu'il y a derrière. Les souffrances, les blessures, les humiliations vécues, et le chaos aussi, etc. Alors, dans la peinture occidentale, il va reprendre un certain nombre de chefs-d'œuvre de la peinture occidentale pour remplacer par son autoportrait. J'ai oublié de dire, le fait de ne pas lire, hein, tu vois. Après les amis, il trouvait compliqué. Il fallait qu'il trouve des modèles, il fallait qu'il leur explique comment il voulait les gestes, poser, tout ça. Alors il s'est dit le plus simple, l'autoportrait. Comme ça, au moins, je ne demande rien à personne. Et donc, c'est pour cela qu'on le retrouve maintenant dupliqué dans ses peintures, parce que c'est plus simple pour lui. Alors, pour le rire aussi, il explique, c'est quand même étonnant, c'est qu'il y avait une censure terrible au début des années 90, et que pour détourner la censure, le rire passait mieux. Il avait pas, par exemple, s'il avait décidé
d'exprimer la douleur, la souffrance, l'inquiétude, la colère à travers d'autres types d'images, et en particulier des visages en larmes, eh bien, ça n'aurait jamais pu passer la censure. On ne représente rien de triste. Il y avait le mot d'ordre à la révolution culturelle, c'est que les peintures devaient être joyeuses, brillantes et rouges. C'était les 3 critères. Voilà. Après ça, rien d'autre. Donc, c'est assez intéressant. Donc, au niveau des autoportraits, au niveau des positions et la façon dont il reprend des œuvres occidentales. Alors, cette peinture, elle a une histoire aussi. Elle a été donc réalisée en 1995, achetée par un collectionneur de Hong Kong, et le collectionneur s'est engagé à ne pas la montrer pendant 10 ans pour ne pas porter tort à l'artiste. Et en 2005, de Huitun étant suffisamment célèbre, il ne risquait plus rien. Donc il l'a vendue aux enchères, et cette peinture donc, est partie. C'est à partir de là que la cote de Huitun a explosé à cause de cette peinture. Et maintenant, ce qu'il en dit, c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est que ça n'a rien à voir avec Tiananmen. Le mur rouge derrière, rien à voir avec Tiananmen. Les tuiles jaunes, rien du tout. C'est juste comme ça, une idée, et voilà, une scène qu'il a imaginée, mais ça n'a rien à voir. Parce que la notoriété de l'artiste, les artistes maintenant en Chine savent très bien que toute notoriété, même la plus grande soit-elle, ne peut pas les protéger contre une arrestation arbitraire, puisque depuis 2011, ça ils ont découvert ça en 2011, quand Ai Weiwei a disparu pendant 81 jours. Donc même Yu Mingtun, il sait qu'il n'est pas à l'abri. Donc il est devenu extrêmement prudent pour parler de son travail. Donc là, juste pour rappeler d'où vient la peinture précédente, alors, il explique que puisque les artistes occidentaux ont fait des citations, ben lui, il se permet aussi de citer à sa façon les peintures occidentales. Voilà. Donc ici, Manet. Alors, on parle souvent du nu pour Yu Mingtun, mais moi, j'ai bien regardé l'ensemble, beaucoup d'images. Il est jamais vraiment, il n'exhibe jamais ses organes génitaux, il n'exhibe jamais ses fesses non plus. Hein. Donc, il est toujours en slip. Donc, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ait pris des risques par rapport au nu. Parce qu'il faut savoir que le nu en Chine, c'est extrêmement compliqué. Alors, là oui, il y a des objets, porno. Oui, mais bon, c'est... Oui, non, mais je voulais le dire, oui. Mais bon, il reste très prudent parce que ses fesses, elles sont quand même cachées. Hein. Dans le miroir, on ne les voit pas. Hein. Ouais. Alors, oui. Il y a quelques peintures comme celle-ci, où on voit les personnages rire, qui sont tordus dans tous les sens. Alors, j'ai vu qu'il avait fait une série avec ces torsions qu'il appelait Caractères chinois. Mais alors, cette peinture, elle a une histoire particulière. Il l'a réalisé après le décès de son père, qui est décédé dans un accident de voiture, assez brusquement. Donc il y a d'un côté le rire toujours qui cache sa douleur, hein, avec les corps tordus qui expriment aussi sa douleur, le ciel bleu qui reste toujours présent dans son travail, et les grues qui partent vers l'ouest et vers l'ouest, et qui sont le signe vers l'immortalité, vers le paradis, etc. Donc c'est une façon de rendre hommage à son père. Voilà. Donc il y a des images plus intimes, vous voyez, des peintures plus intimes, mais on peut ne pas y faire attention. Hein, elles sont traitées. Alors il y a encore un élément dans ce qu'il raconte, c'est la répétition. Parce qu'un de ses souvenirs d'enfant, c'est les queues interminables qu'il faisait à n'importe quel moment pour acheter n'importe quoi. Et ils étaient tous habillés pareil. Et donc ça lui est resté dans la tête. Et il a donc développé un travail sur cette répétition, toujours le même, comme ici en 97. Il a présenté aussi toute une série de sculptures, hein, parce qu'il fait aussi de la sculpture, donc d'autoportraits, pour reprendre un peu l'idée de la répétition. C'est pour ça que j'ai mis tout à l'heure cette photo de Xi'an. Les soldats en terre cuite, mais là, cette fois-ci, ils se bouchent les oreilles, ils n'entendent rien, ils ont les yeux fermés, ils ne voient rien, et se contentent de rire.
Il a présenté une série sur ces guerriers, mais je ne suis pas sûre que ce soit celle-ci, à la Biennale de Venise en 1999. Parce qu'il y a aussi cette série-là qui passe pour aussi les guerriers chinois, mais je ne suis pas... Voilà. Donc ici, toujours sur la répétition du même. Alors, ce qu'il dit sur son style aussi, il parle beaucoup de la vulgarité de ses peintures. Par rapport aux deux premières que je vous ai montrées, il a simplifié le système pictural. Il y a moins de couleurs, c'est traité plus en aplat. Souvent, les roses des têtes sont extrêmement vifs. Et il dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il intéresse le maximum de public. Donc, pour ça, il faut faire des peintures. Il reconnaît, il revendique le fait qu'il soit vulgaire parce que ça attire plus de monde. Là. Toujours sur la répétition. Et il a fait une série que je trouve extrêmement intéressante, qui est un tout petit peu moins connue, c'est un travail sur le labyrinthe. Alors le labyrinthe, le mot chinois, c'est mi, perdre son chemin, et gong, c'est le palais qu'on retrouve pour l'appellation de la cité interdite, le gugong. Donc c'est se perdre dans le palais. Et donc cette série a commencé avec une série en 2006 à la recherche d'eux. Souvent ça commence par à la recherche d'eux, ces séries sur les labyrinthes, et c'est à la recherche du terrorisme. Parce qu'en 2006, il a été, comme tout le monde, pris conscience de l'ampleur de ce qui est en train de se passer en Chine, où il y a eu énormément d'actes de terrorisme, d'attaques au couteau dans les gares, beaucoup de décès aussi, et aussi dans le monde. Et donc, il a décidé de faire une série sur ce thème. Alors avant, oui. Pourquoi les labyrinthes? Il le dit tout simplement. Moi, j'aime bien la façon dont il dit les choses, parce que c'est très trivial. En se promenant dans les librairies, il s'est aperçu qu'on proposait aux gamins des jeux à remplir, à colorier de labyrinthes. Il se demandait, mais quelle idée de proposer ça aux mômes, comment les gamins peuvent être intéressés par ça, voilà quoi. Et du coup, après, il a fait sa série sur les labyrinthes. Alors voilà, la recherche du terrorisme, c'est un style complètement différent. À la fois naïf, qui s'origine un peu dans l'art traditionnel chinois, l'art populaire chinois, les estampes de Nouvel An aussi, un art un peu enfantin quelque part, et voilà, par exemple. Et donc les questions qu'il pose à travers ses peintures, c'est à quoi reconnaît-on un terroriste? Est-ce que c'est à sa façon d'être habillé? Est-ce que c'est à la couleur de sa peau? Est-ce que c'est à son attitude? Donc dans les scènes, là, on voit toutes sortes de personnes qui se déplacent. Et dans celle-ci, on voit un policier qui est en train d'arrêter ou de fouiller quelqu'un. Et toujours quelqu'un qui dort sur un banc, c'est peut-être un terroriste, etc., etc. Donc c'est un style extrêmement différent. Et moi, au début, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, mais est-ce que c'est bien un travail de Liu Mingtun? C'est vrai qu'après on vérifie, on cherche, on croise les renseignements pour être assuré de ne pas dire de bêtises. Donc c'était la première série. Et la deuxième série, c'était à la recherche du paradis. Alors celui-ci qui date de 2016, c'est un tableau immense. Je crois qu'il a été montré à la Fondation Cartier, mais je n'ai pas vu l'exposition. Il fait 4 mètres sur 5, c'est absolument énorme. Au centre de l'œuvre, vous avez une personne assise sur une chaise, et en fait, c'est sa mère. Mao Xinglan, c'est le nom de sa mère. Et elle est enfermée. Il y a une petite porte quand même pour sortir, mais il dit que lui, ces labyrinthes n'ont pas d'issue. Donc, dans ce labyrinthe, il raconte toute son enfance, tout le vécu de sa mère et son vécu, l'industrialisation, etc., la révolution culturelle, les petits gardes rouges, les danses et les opéras chinois sous Tianqi, qui avait la même mise sur les opéras. Et surtout, alors, les cloisons rouges et jaunes reprennent les caractères qu'il y a sur le mur de Tiananmen. Donc, on a longue vie à la République populaire de Chine,
et longue vie à la grande union des peuples du monde. Voilà. Et donc, ces caractères rouges, honnêtement, je n'ai pas réussi à les retrouver, reprennent ces caractères chinois. Dans la recherche du paradis, il en a consacré aux religions, donc ici le taoïsme avec le centre qui est vide cette fois, sur un style à nouveau différent. Tout ça pour vous montrer quand même que c'est quelqu'un qui modifie sa technique picturale en fonction de ses thématiques. Je dépasse là. Le bouddhisme et celui-ci qui est sur l'histoire de l'art chinois, donc je vais accélérer, avec des reprises des grands maîtres de la peinture chinoise. Là. Donc là, on reconnaît les caractères. Je vous ai fait des captures écran. Le roi de peinture, le chou de livre. Et quelques citations des artistes qu'on retrouve dans le labyrinthe. Là. Alors, un consacré à Maître Kong, c'est Confucius. Un autre consacré à un peintre de la dynastie Tang, Gu Rongzhong. Ça, c'est un détail. Et ici, une autre série, Trivialisme, qui est plus récente. Alors, grâce à Laurent, j'ai des photos correctes, là. Ces collages, ce sont des collages et découpages et des collages. Un foisonnement, il n'y a plus d'itinéraire, il n'y a plus de moyen de se déplacer dans l'œuvre. Il y a des objets de luxe, des objets de beauté, un peu de tout. Et c'est monté en épaisseur. Ça fait une ronde bosse assez curieuse. On voit le système sur le côté. Et une série qu'il a appelée Superposition, où il fait 2 peintures de même format. Et avant que les peintures ne sèchent, il la colle l'une contre l'autre, il les frotte pour que l'une prenne une partie de l'autre, etc. Bon. Ensuite, une installation assez récente à Tianjin. J'ai essayé de chercher des œuvres récentes. Donc, voici ce qu'il fait en ce moment, 2021. Bon, il n'a quand même pas abandonné le rire. Parce que le rire, à un moment donné, il trouvait qu'on l'avait enfermé là-dedans et qu'il était temps qu'il en sorte un peu. D'autres œuvres, là, on voit arriver un peu des visages... Il y en a d'autres avec des larmes, mais je n'ai pas réussi à les retrouver. Et je reviens donc sur cette peinture parce que maintenant, Yu Mintun se montre extrêmement prudent pour parler de son travail. Et là, le titre a changé. On est sur la tribune de Tiananmen. C'est plus une représentation théâtrale, c'est plus une tour inconnue. Ça n'a plus rien à voir avec la fondation de la République de Chine. Et celle-ci aussi, pareil, comme je vous ai dit, son mur, ses tuiles, rien à voir avec Tiananmen. Voilà. Donc quelques termes sur le style, voilà les caractéristiques. Le ciel bleu, le rire, les corps tordus, la répétition, le style lisse et simple, la vulgarité. Et puis, comme on n'a pas les moyens de s'acheter un vrai Yu Mintun, en Chine, on trouve partout de faux Yu Mintun. C'est pas vendu cher, à peine 100 €. Avec 50 €, vous pouvez vous trouver un beau Yu Mintun. Là, c'est au marché de nuit de Hong Kong. On a fait l'acquisition, donc, avec Laurent, d'un Yu Mintun, celui qui est accroché, là. Alors, pour rire et pour anticiper sur les questions que va me poser Sylvie, ça, c'est une peinture assez récente. Et donc, le personnage du milieu, c'est un personnage japonais, de manga japonaise, qui s'appelle Doraemon. Et Doraemon, c'est un robot qui a plein de pouvoirs magiques. Et il était chargé de surveiller un petit garçon. Et on le trouvait partout en Chine. Il y a quelques années, vraiment sous toutes les formes, peluche, lampe de chevet, ventilateur pour l'ordinateur, toutes sortes de brosse à dents, stylo. Il y a 3 ans, je voulais renouveler sur une sac à dos là, qui est un peu abîmée. Impossible de trouver le moindre Doraemon. Aucune dans les librairies, plus rien. Non grata. Alors non grata parce qu'il donne de mauvais exemples aux enfants.
puisque grâce à Doraemon, le petit garçon qui est très paresseux, il n'a même plus besoin d'apprendre les tables de multiplication. Il suffit qu'il mange les toasts magiques pour recracher et faire ses opérations et avoir 100 points, 100 sur 100 à ses tests. Et puis, moi, je pense aussi, c'est parce qu'il est japonais. Et avec le nationalisme qui se développe en Chine actuellement, il y a un ressentiment qui est nourri par le pouvoir contre le Japon. Et donc, peut-être que c'est les deux, mais impossible de retrouver le moindre Doraemon en Chine. Voilà. Mais Yue Mintun lui rend hommage là, en 2018. Si quelqu'un sait qui est le personnage... Ah, j'ai demandé sur Facebook et on m'a répondu, c'est Oui. Ant-Man. Oui, Un personnage de Marvel, mais les gens connaissent. Ah, d'accord. Moi, je ne connais pas, nous. Bah oui, mais... non, on ne savait pas. Hier, Voilà. on ne savait pas, on s'est demandé... Alors, je trouve que pour résumer le rire de Yue Mintun, cette petite phrase de Nietzsche que je vous laisse me semble bien, Oui, bien tout à coïncider. Voilà. Je vous remercie. Ah bah. Je pense qu'il vaut mieux demander à la salle s'il y a des questions, parce que d'abord, je voulais te poser, dans notre préparation, j'étais censée demander de revenir sur le mouvement des étoiles, mais tu en as parlé, et puis aussi sur la fameuse exposition de 89, juste avant le massacre de Tiananmen, sur la Chine d'avant-garde. Donc maintenant, j'ai plus qu'une question en gros à poser, c'est demain, Xi Jinping, qui est actuellement, alors j'étais obligée de chercher exactement, il est secrétaire général, président de la République, président de la commission militaire centrale. Et donc demain, il s'est arrogé le droit de redemander un autre mandat de 5 ans, c'est ça ? Il y a de fortes chances qu'il devienne président à vie. C'est-à-dire qu'il enterre tout le peu de réformes politiques que la Chine avait réussi à faire en 1978 avec Deng Xiaoping, qui avait arrêté le mandat à vie après la mort de Mao. Et il faudrait vraiment un miracle pour que cette réélection n'ait pas lieu, hein, parce que là... Je crois qu'il n'y en aura pas. Voilà. Et puis, je voulais que tu reviennes sur les conditions, puisque vous êtes allé en Chine en 2020. Comment étaient les conditions et par rapport aux artistes, si vous en avez rencontré, et ces villages d'artistes et ces endroits, si ça existe toujours, toutes les grandes communautés, et comment est-ce que c'est reçu par la population ? Mais à Songzhuang, en fait, c'est le village, je veux dire, les paysans de Songzhuang, ils ont transformé leur village en village d'artistes pour en retirer le plus possible d'argent. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est touristique ? Non, pas touristique. Non, on ne peut pas dire que ce soit touristique. Je veux dire, les artistes vivent là, ils se rencontrent entre eux. Quand on est invité chez l'un, ils nous amènent chez les autres. D'autres personnes se retrouvent. Je me souviens d'une soirée on a passé une journée avec Chen Guang, qui est un artiste qui avait connu parce qu'il a été soldat, il a participé en tant que soldat au massacre de Tiananmen. Donc après, il a travaillé là-dessus, évidemment. Ça s'est mal passé avec le pouvoir. Donc il a été arrêté là récemment, il y a quelque temps. Et j'ai repris contact avec lui. Il nous a reçus dans son atelier, il nous a montré son travail. Et le soir, il nous a emmenés chez des amis. On a mangé ensemble. Et un monsieur est arrivé. Et après, c'était Wang Bing, tu vois, le cinéaste. Donc il y a des mouvements. Et Chen Guang a fait un travail, une performance. Parmi les gens qui étaient présents pour discuter avec lui, il y avait Yue Mintun, on le voit sur la photo. Donc il y a vraiment, ils sont très solidaires entre eux, quoi. D'accord. Maintenant, Yue Mintun a fait une exposition récemment à Shenyang sur toute une rétrospective de son travail. Shenyang, c'est où ? Shenyang, c'est en Nord. Voilà. À l'école des beaux-arts de Shenyang. Donc je pense qu'eux, ils arrivent, mais ils sont extrêmement prudents, quoi. Je veux dire, ils savent qu'ils peuvent avoir des ennuis au moindre faux pas, quoi. Par contre, au niveau de l'atmosphère, moi, je peux raconter juste une anecdote. Cette année, avant le confinement, j'ai été contactée pour intervenir à Nankin sur la critique d'art.
un colloque organisé par le ministère de l'Éducation. Puis avec le confinement, ça a été ajourné et on m'a recontacté pour participer par visioconférence. Donc il fallait que je propose une contribution. Hein. Donc j'ai proposé un travail c'était sur l'interculturalité, sur comment les critiques chinois se sont intéressés à Popper, comment ils ont tiré la leçon de Karl Popper. J'avais bien présenté, je pense avoir rien caché, quoi. J'ai parlé de société ouverte, et mon titre c'était tirer la leçon de Karl Popper par les critiques d'art chinois en Chine continentale. Alors, la Chine continentale, dans notre tête et dans la tête des Chinois, c'est la Chine communiste, on est bien d'accord. Oui, c'est ni Taïwan, ni Hong Kong, ni Macao, puisque les lois y sont différentes. Alors, pour traduire ça en chinois, on m'a rappelé, on m'a dit qu'il y avait un problème, qu'ils ne pouvaient pas traduire par Dalou, parce que ça voulait dire qu'il y avait d'autres Chines, et qu'en ce moment, il n'y a qu'une seule Chine. Alors, je dis, mais mettez RPC. Alors, RPC, évidemment, Taïwan, ce n'est pas la RPC, donc ça n'allait pas non plus. Ou je leur ai dit, écoutez, il va y avoir d'autres problèmes, parce que mon texte est prêt, ça risque de ne pas trop vous plaire, de vous causer aussi des soucis. Alors je leur ai envoyé le texte, et là ils se sont aperçus que je ne pouvais absolument pas faire ma communication sur Karl Popper. Alors qu'en 2008, les critiques ne discutaient que de ça. Les situations, problèmes chez Karl Popper, comment ils pouvaient en tirer parti pour faire des critiques d'œuvres, etc. C'était passionnant. Mais aujourd'hui, dans une université à Nankin, il était impossible d'évoquer le travail de la pensée de Karl Popper dans un colloque qui était sur voilà. Donc ça donne une idée du problème. Tu veux dire qu'en ce moment, par exemple, autant j'étais surprise par la qualité aussi des interventions des critiques pendant toutes les années 1986-2013, où il y avait des véritables... Même s'il y a des mauvaises lectures de la théorie, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses. Là, maintenant, c'est plus possible du tout. Si vous voulez... Quand je faisais ma recherche, en entrant dans une librairie, il y avait des tables où vous aviez des livres, des résumés de thèse, par exemple, qui étaient édités. Chaque critique d'art avait son anthologie de textes. Chaque année, il y avait un nouveau critique d'art avec une nouvelle anthologie. J'en ai ramené plein. Maintenant, il n'y a plus rien. Le rayon critique d'art, théorie de l'art, il n'y a plus que des choses sur l'art du 19e siècle, un petit peu ces artistes comme Ling Fangmian et tout ça qui ont été formés à Paris, qui sont revenus après en Chine au début du 20e siècle, mais c'est tout, il n'y a plus rien et sur Ye Mingtun, trouver un livre sur Ye Mingtun en Chine. À Hong Kong encore ? On ne trouve pas, même avant que ça se resserre, c'était très difficile de trouver des catalogues ou des albums sur les artistes contemporains chinois, à part dans les galeries ou les librairies très spécialisées, comme Time Zone, qui en avait, mais autrement, dans les librairies générales, il n'y en avait pas, quoi. Voilà. Mais maintenant... Est-ce que, si vous avez des questions... je pense que Annie est prête à vous répondre. Est-ce que je pourrais amener ce micro ? Le premier, c'était le monsieur. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est juste une note de bas de page, mais je ne peux pas m'empêcher de la faire. Mao Tse-tung était vraiment, et c'est vrai, était un excellent nageur. C'est pas des... Mao était un excellent nageur. Oui, donc bonjour, merci, c'était passionnant de vous écouter. Dans la suite de ce que vous venez de dire juste à l'instant, donc moi-même je suis passionné d'art contemporain depuis très longtemps, que deviennent et comment font pour vivre les artistes contemporains de talent qui de fait ne veulent pas rentrer dans le moule? Est-ce qu'ils peuvent vendre leur toile? À qui? Est-ce que un touriste peut acheter une œuvre contemporaine entre guillemets anti... pas dans le droit chemin politique. Voilà. Comment font-ils pour s'en sortir? Dans les ateliers, si vous visitez des ateliers, vous pouvez acheter des œuvres.
directement auprès des artistes. Il n'y a pas de souci pour ça. Je parle pas des artistes extrêmement connus où moi, personnellement, je n'ai pas les moyens de m'acheter les œuvres de Fang Litun, de Yemi Tun. Bon, ils exposent régulièrement à Hong Kong, par exemple, les collections dans les FIAC, hein, on les trouve dans les foires. Hein. Souvent, il y a des galeries. En ce moment, il y a la foire à Zinhao, à l'Hôtel de la Monnaie à Paris. Je pense que si vous voulez acheter un artiste contemporain en passant par une galerie, vous pouvez. Dans les galeries sur place, vous pouvez aussi acheter des œuvres, hein, il n'y a pas de souci, ça nous est arrivé d'en acheter, dans les ateliers aussi. Après, de quoi ils vivent, ça c'est un grand mystère. Là, nous, on a rencontré une artiste au moment du guide, on l'a recontactée, elle ne vend pas, elle n'expose pas, elle est venue nous chercher avec une voiture Picasso, toute neuve. Moi, je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture comme ça. Elle nous a amené dans son nouveau studio, un truc immense, absolument. Comment? Je ne sais pas. Elle n'a pas la tête à faire de la prostitution non plus. Donc, c'est un mystère. J'ai essayé de la cuisiner, quoi. Est-ce qu'elle avait des expositions? Est-ce qu'elle avait... Non, rien. De quoi vit-elle? Je ne sais pas. Je n'ai pas voulu être indiscrète et lui demander de quoi elle vivait. Je n'ose pas moi poser cette question directement. Hein. Mais c'est vrai que c'est un mystère. Juste, pardon, quand vous parlez dans leurs œuvres, c'est-à-dire y compris des œuvres quelque part rebelles, donc des œuvres rebelles qui sont contre le système Xi Jinping, donc ils peuvent toujours exposer et vendre, c'est toléré. Alors, ils n'exposent pas forcément en Chine. Par exemple, Chen Guang, il a pas mal exposé au Japon et en Corée. Il a des collectionneurs qui le suivent. Mais il a son atelier. Bon, en 2008, il était tout près de Pékin. Oui, à côté de la gare. Voilà. Il a eu une visite parce que autour de Pékin, ils ont commencé à visiter. Ils ont envoyé des superviseurs vérifier qu'il n'y ait rien dans Kékinan avec les Jeux Olympiques. Et donc, ils ont visité son atelier et ils lui ont demandé de dégager, quoi. Donc, il s'est installé à côté à Songzhuang, à 30 km de là. Et bon, dans son atelier, maintenant, il fait autre chose que... Il a passé la période des peintures sur Tiananmen. En fait, après le lendemain du massacre, ses officiers lui ont donné un appareil photo. Il avait commission de faire des photos sur la place de Chaos. Et il a gardé pour lui 6 films qu'il n'a pas rendus. Et 20 ans après, il a été tellement parce qu'on leur avait complètement menti aux soldats, on leur avait raconté n'importe quoi. Donc, 20 ans après, il s'est décidé à développer ses films. Et c'était des petites photos, on les a vues dans son atelier, des petites photos d'instamatiques, miteuses. Et à partir de ça, il a refait des tableaux. Donc il avait des acheteurs, des acheteurs occidentaux, il a montré en Corée. Maintenant, il fait des choses assez différentes. Mais il a quand même été arrêté. Moi, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux chinois qu'il avait des soucis. C'est toujours très délicat, on ne sait pas si on doit contacter la personne, si ça va rajouter à ses problèmes. Donc j'avais essayé par d'autres voies de savoir où il en était. On m'avait dit que ça allait maintenant pour lui. Mais pendant son internement, il a fait ce qu'il appelle des performances. C'est-à-dire il s'est concentré sur lui-même et il a fait des micro-performances que lui seul connaît, quoi. Voilà, c'est vraiment un artiste qui est dans son travail, et un peu comme après, il a tiré parti aussi de son internement et a fait une œuvre beaucoup plus compliquée, bien sûr beaucoup plus complexe, qui raconte la façon dont il était traité par les soldats, quoi. Alors, si vous ne l'avez pas lu, moi je vous recommande le dernier livre de Ai Weiwei, 1000 ans de joie et de peine. C'est vraiment un livre qui raconte très bien toute la période avec le maoïsme, la chasse aux intellectuels qu'a subi son père, la rééducation à la campagne, puisqu'il était gamin, il a accompagné son père là-bas, et puis ensuite toute la période à partir de 79. Puis après, il parle aussi de son aventure à New York et tout ça. C'est vraiment passionnant, hein, passionnant. Voilà.
À ce propos, je suis toujours un peu stupéfaite, enfin pas stupéfaite, mais étonnée du fait que les artistes des années 80 sont beaucoup partis à New York, en Europe. On se souvient de Wang Yongping ici. Et maintenant, et après Tiananmen, ils ne peuvent plus partir ou ils ne partent plus ou... Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire, je pense que pour partir, il fallait être aidé quelque part, être accueilli, c'était compliqué. Par exemple, Gao Minglu, c'est un critique, il a été en résidence surveillée, on va dire, après Tiananmen, il est un des organisateurs de l'exposition. Et pour étudier la pensée, et en fait, il a été invité par les Américains avec une bourse pour aller aux États-Unis. Donc, il est resté jusqu'en 2000. Et après, il est rentré en Chine. Souvent, les gens, ils rentrent en Chine comme à Ai Weiwei pour s'occuper de leurs parents qui deviennent vieux, qui ont besoin d'aide. Enfin, et Tsai Ko-chang aussi rentre en Chine. Mais je pense que lui, il fait la navette. Pour pouvoir partir, il faut... Bon, c'est pas évident de partir, puis il faut un passeport. Les Chinois, ils n'avaient pas de passeport. Donc, soit ils partaient comme clandestins, soit ils obtenaient un passeport. C'était compliqué, hein, avoir le passeport. Hein. Tu viens de parler de Gao Minglu, qui est donc un critique célèbre et qui avait laissé un fonds, une bibliothèque. Est-ce qu'elle existe toujours ? Alors, le fonds Gao Minglu, où j'ai beaucoup travaillé, c'est sa bibliothèque personnelle qu'il avait mis à disposition des chercheurs dans un environnement assez sympathique. Quand j'y suis retournée, parce que j'avais vu qu'il avait sorti 2 livres que je voulais acquérir, évidemment impossible de les trouver en librairie, et puis je voulais lui offrir ma thèse, enfin le livre était sorti. Donc je me suis rendue au centre, la porte était ouverte, tout ce qui était rare, et puis ça avait changé, c'était plus comme avant. Et en fait, c'était devenu un camp d'animation pour les enfants. Donc j'ai demandé au responsable, on m'a dit non, ils sont partis. J'ai dit mais où sont-ils partis ? Ah, on ne sait pas. Alors je suis rentrée à l'hôtel, j'ai cherché sur Internet, puis j'ai trouvé une adresse. Ah, je me suis dit bon, je vais y aller. C'était près des Beaux-Arts. Ah, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de trouver parce que c'était plusieurs bâtiments, des cours, enfin tout est fait pour bien pouvoir fermer et enfermer les gens en cas de problème, comme avec le confinement. Il y a des entrées, il y a des gardiens. Vous demandez, non, c'est pas cette cour, c'est la cour après. Ah non, c'est pas celle-ci, c'est un. Donc j'ai fini par trouver l'immeuble. C'était au 6e étage. Je n'ai pas trouvé l'ascenseur. J'ai monté un couloir tout noir. Je me suis dit, oulala, où est-ce que je vais tomber ? Je vais tomber sûrement dans un appartement privé. C'est pas possible, c'est un centre d'art. Donc je frappe, enfin je sonne. Évidemment, personne qui m'ouvre, mais c'était Gao Minglu, j'étais chez lui. Voilà, il avait remis sa table, il accueillait des gens chez lui pour faire de la recherche. Voilà, tu vois, voilà. Donc c'était un peu triste quand même. Hein. Oui, c'est comme ça. C'est d'autant plus triste que je découvre ça. Et moi, j'étais allée au centre Gao Minglu, j'avais trouvé que c'était sympathique, sauf qu'il y avait cette personne du Parti communiste qui... tout de même disait qu'il ne fallait pas parler d'Ai Weiwei, enfin des choses comme ça. Oui, elle est devenue conservatrice au musée d'histoire. Oui, il y a une question dans le fond, je crois. 98. 798. Le 798, ça existe encore ? Oui, très bien. Le 798, oui, et il y a des nouvelles galeries, parce qu'il y a des galeries de Cao Changdi. Cao Changdi, c'est un lieu, un village où c'est Ai Weiwei à l'origine qui a développé les villages d'artistes, hein, les résidences, les bâtiments, les cours rouges, les cours grises, et évidemment... les galeries qui se sont installées là ont eu quelques problèmes. Entre autres, la galerie de Ursmile a été obligée de fermer alors que le lieu était absolument superbe avec des jardins, c'était magnifique. Et lui s'est installé à Cao Changdi, enfin en 798. Donc il reste des galeries, il reste le centre UCCH, je crois qu'il fonctionne encore. Mais il y a pas mal de... Bon, ça change, quoi. Il faut... Voilà.